Bienvenue à Gen Z Insight, une série de podcasts de l'IFES qui vous aidera à réimaginer le ministère chrétien pour les étudiants d'aujourd'hui, où que vous soyez. Avez-vous remarqué que les étudiants d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'il y a 10 ans? Si vous travaillez avec des étudiants, vous avez sûrement remarqué qu'ils sont différents. Vous avez sûrement ressenti ce changement. Ce changement est réel et il touche nos campus partout dans le monde. Ils font partie de ce que certains appellent la génération Z, la plus grande génération au monde aujourd'hui. Je suis Emmanuel Bagumako, secrétaire régional associé de l'IFES en Afrique francophone basé au Burundi. Et je suis ravi d'être votre hôte dans cette série de podcasts Gen Z Insight. Ensemble, nous allons explorer comment mieux comprendre et accompagner la génération Z dans nos contextes. Mais pourquoi ce podcast? Au milieu de cette période de changement culturel rapide, beaucoup d'entre nous réalisons que nous devons aller au-delà du ministère comme d'habitude. La Gen Z est la plus grande génération au monde aujourd'hui. Elle regroupe les personnes nées entre 1997 et 2012. Cela veut dire qu'elle inclut la majorité des étudiants actuels et ceux qui arrivent de demain, et même certains de nos jeunes membres du personnel. Dans le monde entier, environ un quart des personnes en vie aujourd'hui sont membres de la Gen Z. Alors, comment les atteindre, les former et les libérer pour servir Christ dans un monde en pleine mutation? C'est le sujet de conversation de nos podcasts. Dans chaque épisode, nous vous apporterons de perspectives de recherche à travers la communauté de l'IFES, des entrevues avec des personnes impliquées dans le ministère étudiant et des questions à discuter dans notre contexte. Plus tôt cette année, l'IFES a demandé à Peter Dray de visiter des mouvements étudiants du monde entier et d'entendre leurs expériences de la génération Z. Peter a travaillé avec l'UCCF, le mouvement de l'IFES au Royaume-Uni, pendant plus de 20 ans. D'abord en tant que membre du personnel local, puis en tant que responsable de l'évangélisation créative et secrétaire général par intérim. Il a récemment publié les résultats de ses conversations avec la Gen Z au sein de l'IFES dans un nouveau rapport intitulé Gen Z Insight for Global Student Ministry, ce que nous apprenons de la génération Z pour renforcer le ministère étudiant mondial. Le rapport jette un regard au-delà de gros titres et des stéréotypes sur la Gen Z pour explorer ce qui se passe réellement. Il est maintenant disponible sur le site de l'IFES, vous pouvez jeter un coup d'œil. Le rapport de Peter identifie 4 grands thèmes concernant la Gen Z à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous commençons par un thème clé du rapport de Peter Dray, la génération immergée dans le numérique. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour réfléchir à ce qu'est une génération. Une génération, ce n'est pas seulement des personnes nées à la même époque. C'est un groupe façonné par des conditions communes. Événements mondiaux, technologies, normes culturelles, etc. Ces réglages de base influencent ce que nous considérons comme normal. Bien sûr, les différences culturelles et les histoires personnelles ont toujours une grande importance. Mais penser en termes générationnels nous aide à comprendre comment les grands changements au niveau macro façonnent les perspectives des personnes qui grandissent à peu près au même moment. La Gen Z est la première génération à avoir grandi avec un accès rapide à l'Internet. Pour beaucoup, il est difficile d'imaginer un monde sans les téléphones intelligents, smartphones, ni réseaux sociaux. Bien sûr, il existe des disparités entre régions, mais partout, Gen Z utilise Internet plus que la population générale. Peter raconte qu'au Timor-Leste, certains étudiants n'ont jamais touché à un ordinateur, mais font tout sur leur téléphone. Réseaux sociaux, cours en ligne, même leurs devoirs. Et au Kenya, il a rencontré des étudiants prêts à dépenser une grande partie de leur budget en données mobiles, quitte à réduire leur repas. Incroyable, non? Pourtant, c'est la réalité. Cette immersion numérique façonne leurs valeurs. Le rapport de Peter décrit 3 changements et pourquoi ils sont importants pour le ministère étudiant. D'abord, l'authenticité. La Gen Z sait que tout peut être manipulé en ligne. Les choses qui semblent aller dans le même sens en ligne s'avèrent très différentes dans la vraie vie. Cela a donné à de nombreux étudiants de la Gen Z une soif d'intégrité authentique. Ils veulent du vrai, pas du parfait.
Comme l'a dit un étudiant irlandais, mes amis veulent voir que le christianisme est réel, pas juste correct. Ensuite, la brièveté mais avec profondeur. La Gen Z aime la communication concise. Ils aiment les formats courts, mais pas superficiels. Une vidéo TikTok peut être une porte d'entrée vers une discussion plus profonde. Vous pourriez penser à de courts témoignages, de vidéos explicatives ou des introductions qui peuvent servir de pont vers un engagement plus profond avec l'Évangile plus tard. En Asie, une église utilise de contenus courts comme de petits escaliers pour aider ceux qui ne connaissent pas Jésus à franchir le premier pas. Et troisièmement, enfin, des hiérarchies organisationnelles plus plates. Grandir avec les réseaux sociaux a changé leur rapport à l'autorité. Ils veulent comprendre le pourquoi des décisions et ils s'attendent à ce que leur voix compte. À Singapour, par exemple, des membres du personnel et des étudiants plus jeunes ont appelé à une plus grande transparence. Peut-être parce que leur connexion numérique les a rendus plus conscients des échecs chrétiens en matière de leadership à l'échelle mondiale. En réponse, les dirigeants du mouvement national visent à fournir plus de contexte autour des décisions ou à les impliquer davantage dans le processus de planification. Ces trois tendances sont des défis, mais aussi des opportunités pour notre ministère. Et il y a une tension à ne pas oublier. La Gen Z a un accès illimité à l'information, mais savoir beaucoup n'est pas la même chose que grandir spirituellement. Et c'est cela la tension. Certains membres du personnel du mouvement national remarquent que leurs étudiants accumulent des connaissances bibliques, mais ces connaissances ne se traduisent pas nécessairement par une sagesse spirituelle, une maturité ou une fécondité. Regarder une vidéo sur la prière ne remplace pas une vie de prière. Alors, comment les aider à passer de la connaissance à la sagesse, de l'information à la transformation, de la simple connaissance de Jésus à sa véritable rencontre? Y a-t-il des moyens de les aider à adopter le rythme plus long de la formation de la foi sans les perdre complètement? Voilà une question clé pour nous. Le rapport de Peter Dray soulève plus de questions que de réponses et c'est volontaire. Il est vraiment conçu pour lancer des discussions sur la meilleure façon dont nous pourrions servir les étudiants de la Gen Z dans nos différents contextes actuels. Alors, comment cela résonne-t-il dans votre contexte? Quelles idées vous viennent pour mieux servir cette génération? Sur ce, je suis heureux de présenter notre panel et d'entendre leurs réflexions. Alors, dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons parcourir toute la Terre. On va passer du plus à l'Est au plus à l'Ouest pour écouter les différents personnages, les différents serviteurs, comment ils sont en train de vivre cette expérience. On va commencer plus à l'Ouest. Notre frère Baruch, qui est au Canada. Baruch est en train de faire, il a fini de faire un travail de PhD en philosophie. Baruch, tu as lu le rapport de Peter Dray. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ok, merci Emmanuel. Parcourir le rapport de Peter Dray m'intéresse beaucoup parce qu'il parle d'un phénomène majeur aujourd'hui, celui de la génération Z, qui, disons, saisit simplement l'opportunité de l'accès à une banque de données suffisamment, on va dire, illimitée, donnant beaucoup plus de possibilités de connaissances. Ceci m'intéresse. Bon, tu as mentionné mes études, mes recherches notamment en philosophie et sur la question générale du travail. Et il me souvient que bien avant Peter Dray, il y a Bouchez, Jean-Pierre Bouchez, qui a comme présenté une série de révolutions industrielles. Et chez lui, il y en a trois. Il distingue trois révolutions industrielles. La première révolution privilégie en fait l'énergie, comment on va dire, l'énergie fossile, disons, avec la machine à vapeur. La deuxième révolution
est celle qui s'élabore littéralement à partir de l'entrée en jeu de l'électricité, de l'énergie électrique. Mais la troisième révolution vient effectivement de la possibilité donnée d'accéder à une large gamme de connaissances. Et là, maintenant, on va parler d'un capitalisme de type nouveau, le capitalisme cognitif, c'est-à-dire qui privilégie la connaissance comme étant la source de la richesse. Et justement, Peter Drury met beaucoup d'accent sur l'accès illimité à la connaissance qui caractérise la génération d'aujourd'hui. Et cette réflexion me permet d'envisager que aujourd'hui, la façon dont les mouvements nationaux associés à l'IFES pensent leur action missionnaire devrait tenir compte de ce que aujourd'hui les gens savent beaucoup. Les gens se développent beaucoup. Et donc, il faudrait qu'on instruise nos pratiques de manière à les rendre intéressantes du point de vue de la connaissance pour pouvoir attirer tout l'intérêt que nous voulons effectivement des étudiants d'aujourd'hui qui sont totalement différents de ceux que nous avions hier. Merci beaucoup. 3 révolutions. Dernièrement, on m'a invité à parler de la 4e révolution. On va peut-être arriver à cela avec un des autres invités, mais on va poser là. On va peut-être revenir sur cela, mais je vais introduire notre deuxième panéliste. On revient un peu au centre, vers Madagascar. Et on va inviter notre sœur Andrea. Andrea, tu as fait un travail sur l'utilisation des smartphones. Peux-tu nous dire un peu quel est le sujet de ton travail? Explorer la perspective chrétienne à l'usage du smartphone. Explorer voilà, ça c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu as découvert dans ton travail? Qu'est-ce que tu as découvert et comment cela influence les étudiants? Comment cela influence l'apprentissage et la vie même des étudiants? D'abord, je vais commencer par mon expérience personnelle parce que j'ai eu ce livre. Est-ce que vous voyez le livre de Pasteur Greg Mitchell? Yeah. Le pasteur a dit beaucoup de choses sur le smartphone et je me reconnais dans son livre. C'est pourquoi je me suis le plus marquée dans le partage de Peter au sujet du ministère chrétien auprès des étudiants immergés dans le numérique. C'est son affirmation du sentiment d'être toujours connecté. C'est ça la génération Z. Et elle navigue sans difficulté entre le monde physique et le monde numérique. Et la plupart ne peuvent rester déconnectés plus de 4 heures. Mais cette intégration a un coût avec peu de pause mentale. Beaucoup déclarent se sentir anxieux. Moi-même, j'ai déjà senti anxieuse, dépassée et fatiguée. Et dans certaines régions, cela suscite même un regain d'intérêt pour les actions physiques hors ligne. Du coup, je me reconnais pleinement dans cette observation. En tant que membre de la génération Z, j'ai grandi avec le numérique et je m'y suis rapidement attachée. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduite à explorer la perspective chrétienne face à l'usage du smartphone. Autrefois, j'avais du mal à m'en séparer, comme si nous étions inséparables. Moi et le smartphone, j'étais inséparable avant. Mais aujourd'hui, j'ai appris à prendre du recul et je peux me détacher de mon téléphone sans difficulté lorsque cela est nécessaire. Lorsque j'ai rédigé un article sur l'œuvre collective des participants du programme Initiative Logos et Cosmos, j'ai eu l'occasion d'observer l'immersion numérique à travers le témoignage d'une de mes étudiantes à l'époque et également membre du GBU dans mon mouvement local. Elle m'a confié son expérience personnelle liée à l'usage prolongé du smartphone. Elle a confié qu'elle était constamment absorbée par son téléphone au point de le considérer comme un véritable ami, comblant ainsi l'absence de visite
et des relations en face à face. Ce témoignage illustre à quel point cet appareil est devenu central dans son quotidien, façonnant ses habitudes et influençant ses interactions sociales et a un impact direct sur son bien-être. Voilà pourquoi j'ai travaillé sur les orientations chrétiennes pour l'usage du smartphone. À travers l'exploration que j'ai fait, j'ai cité quelques valeurs exprimées dans l'épître de Galatiens 5, 22-23 qui parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aide à avoir une discipline personnelle incitant à utiliser les outils numériques de manière constructive et enrichissante, en particulier en cultivant cette maîtrise de soi. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Intéressant d'entendre comment le smartphone peut facilement remplacer une personne en termes de relations pour certaines personnes. Ça, c'est un point peut-être auquel on doit aussi revenir plus tard si on a le temps. Mais je vais introduire la troisième personne sur notre plateau, encore plus à l'est, Roland, qui est en Corée. Roland, tu es en train de faire un travail de recherche sur l'intelligence artificielle. C'est quoi exactement que tu es en train de faire? Oui, bonjour à tous. Mon travail est basé sur l'étude des systèmes autonomes qui sont dans la catégorie de ce qu'on appelle IA en général, mais qui est plus orienté dans les méthodes qui veulent imiter l'apprentissage des êtres humains ou des animaux. Donc, on replique les modèles d'apprentissage animal dans les modèles technologiques. Ouais, je ne suis pas sûr de tout comprendre et je ne suis même pas supposé mais voilà, intelligence artificielle, tout le monde parle d'intelligence artificielle actuellement et ma fille de 12 ans utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça nous a envahis, c'est très présent et on peut pas parler de génération Z sans parler de cette intelligence artificielle ou de tout ce qui est numérique. Alors, comment vois-tu l'impact de l'immersion digitale de la génération sur la construction de leur identité, de l'identité des étudiants et de leurs relations? Il est vrai qu'Andrea en a parlé un peu, mais quel défi cela pose sur la formation spirituelle? 2 points que je peux mentionner pour parler de l'influence de l'immersion de la génération Z. D'abord, c'est le fait que les jeunes y ont accès à l'espace virtuel depuis leur plus jeune, leur bas âge. Ils ont accès à un autre monde, à une autre, je dirais une autre communauté d'apprentissage traditionnel. Plus concrètement, je veux dire qu'ils ont accès à d'autres informations, à d'autres sources de connaissances, à d'autres sources de savoir. Et cet aspect d'être exposé à ces connaissances fait qu'ils développent d'autres personnalités, une autre forme d'identité qui n'est pas nécessairement comparable ou alors semblable à ce que leurs parents ou leurs enseignants dans leur contexte physique comprennent. Et cela leur pousse à développer une autre façon de se voir eux-mêmes, de comprendre le monde, de se comprendre eux-mêmes. Et au même moment qu'ils naviguent ces 2 mondes, ils développent aussi une opinion qui est personnelle et donc une individualité. Et je pense que pour moi, qui vient d'un contexte africain, je pense que cela crée une différence parce que nos communautés, nos sociétés sont communautaires. Et donc, être exposé à cet espace virtuel, à ces connaissances, à ces façons de voir le monde qui sont différentes de ce que leur propre société immédiate
pensent ou utilisent change tout l'aspect de ce qu'ils sont, de comment ils se voient eux-mêmes ou voient le monde autour d'eux. Et donc ça, c'est le premier aspect, mais aussi être exposé à ces outils qui sont d'ailleurs construits pour encourager la présence virtuelle presque toute la journée. Ils affectent aussi leur capacité personnelle, donc leur performance. Là, je parle de leur façon de pouvoir se concentrer. La plupart des outils qui sont offerts veulent garder leur attention en tout temps, avec des images qui sont stimulantes et tout cela affecte leur personnalité ou leur capacité de faire, mais aussi leurs préférences et leurs compétences. Et donc, quand nous parlons de croissance spirituelle, c'est clair que c'est être exposé à ces sources d'informations qui stimulent le cerveau tout le temps et qui veulent avoir comment je peux dire, une rémunération sur le champ, va à l'encontre des principes bibliques qui enseignent la plupart du temps la patience, savoir affronter le soi, se voir au travers de la parole de Dieu. Le jeune prend du temps tout seul avec le Seigneur. Et donc, je vois une différence entre ce que cet espace virtuel est en train d'offrir et ce que l'exercice spirituel demande à chaque personne. Wow. C'est heureusement que nous avons la foi dans notre Seigneur. Sinon, il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Mais aussi peut-être nous inviter vraiment à aller dans un autre terrain qu'on ne connaît pas encore, mais que nous sommes appelés à apprendre. Mon père, qui était pasteur, j'avais beaucoup de discussions avec lui, et il y a des moments où on se comprenait pas. Et à un moment, il m'a dit une chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, il faut, chaque fois qu'on fait la conversation, il faut que tu te rappelles que les informations que tu as, moi, je ne les ai pas eues. Moi, j'ai étudié, il a fait la théologie, mais il a fait la théologie peut-être 30 ans avant que je naisse. Donc, il a dit, de notre temps, il y avait des informations, mais c'était limité. Toi, tu as peut-être 10 fois d'accès à l'information et tu veux avoir une conversation comme si on est au même pied. Donc, m'inviter à savoir considérer ce décalage. Et cela doit se faire dans les deux camps. Moi, je devais savoir que je dois considérer le décalage, mais lui aussi devait savoir qu'il doit considérer le décalage. Et nous sommes dans un ministère, on parle de la génération Z. La plupart des serviteurs qui sont sur le terrain, ils ont certainement ce genre de décalage. Bien évidemment, on a des jeunes Z qui sont maintenant staff, mais la plupart des staff ont un décalage avec cette génération. Dans le rapport, Peter Drury parle des valeurs qui sont plus ou moins partagées par toute la génération Z, mais en même temps, il y a les différences régionales ou les différences selon le lieu qui peuvent être remarquées. On parle de l'authenticité, on parle de la brièveté avec profondeur, on parle des hiérarchies plates. Selon votre expérience là où vous êtes, qu'est-ce qui vous semble plus présent et comment cela se manifeste dans votre contexte? Qu'est-ce qui est présent chez toi, Baruch? Ce qui est très présent, c'est, disons, c'est la brièveté et la profondeur. On n'a plus beaucoup de temps dans les différentes plateformes qu'on se crée pour écouter de longs discours. On veut rapidement qu'on aille à l'essentiel. Surtout que la culture tout à l'heure, Roland parlait de l'IA. La culture de l'IA, c'est aussi la culture du résumé. Rapidement, on veut avoir une toute petite analyse d'un tout gros discours ou bien d'un tout gros document. Et justement, ça éduque la pensée à aller droit au but. Qu'est-ce qu'on veut retenir de ceci? On voudrait même qu'on commence généralement par là
de manière à ce qu'on retienne ça et qu'on oublie le reste du développement qui est fait. Et donc, disons, ça a entraîné une mutation de la façon de gérer nos plateformes. Disons, dans mon mouvement national au Cameroun, on veut vraiment que les choses soient brèves. On est tout le temps pressé. Et donc, on regarde la montre. Il faut bien passer à la prochaine chose très rapidement. Donc, disons, pour moi, la brièveté et la profondeur sont les deux éléments qui sont les plus en vue dans mon contexte par rapport effectivement aux différentes caractéristiques de la Gen Z. Merci beaucoup, Andrea. Tu es au Madagascar. Normalement, la technologie n'est pas très poussée à Madagascar, mais en même temps, les Gen Z, ils sont très connectés. Alors, dans les trois éléments, les trois valeurs, qu'est-ce qui te semble très présent et comment cela se manifeste? La fracture numérique est bel et bien existant ici à Madagascar. Et dans mon mouvement national, par rapport à l'approche désir de transparence d'abord, le mouvement national est en train de faire des ajustements futurs pour la transparence et le leadership clair dans les processus décisionnels qui pourraient devenir plus participatifs et inclusifs, c'est-à-dire pour inclure les générations Z dans les décisions et aussi préserver la structure et l'autorité nécessaires à la mission de GPU. Réduire l'hiérarchie tout en maintenant une certaine autorité qui est supposée être présent. Roland, qu'est-ce qui te semble assez présent? La santé mentale. Je pense que les autres points sont aussi présents, mais ils sont variés selon le contexte et selon les personnes. Mais l'un des sujets que j'ai remarqué, qui revient souvent, c'est ce qui est offert sur l'espace virtuel affecte les personnes. Je pense notamment au rapport de l'OMS sur le fait que les médias sociaux qu'ils ont sur les jeunes enfants, les adolescents, et même certains pays comme l'Australie, ils ont carrément fermé l'accès des jeunes de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et cela démontre clairement que le contenu qui est offert crée un espace qui n'est pas bien adapté pour l'évolution des jeunes, mais aussi ça affecte les plus âgés. Et le revers de ce sujet est que certaines sociétés sont ouvertes pour parler de la santé mentale. Ils ont accès à des ressources, ils ont accès à des personnes qui peuvent les aider, alors que d'autres sociétés ne sont pas ouvertes à avoir ces dialogues. Et donc, c'est un sujet qui est à la fois important, mais qui doit être aussi traité selon les différences culturelles. Merci beaucoup. Alors, avant de nous séparer, on parle d'un sujet important, un sujet que nous devons vraiment nous atteler. Comment pouvons-nous servir la génération Z dans un monde rempli d'informations, une grande connaissance, mais nous devons nous assurer que cela conduit à une rencontre, une expérience réelle et forte avec le Christ et gérer tout ça. Roland parlait de santé mentale. Quel est l'espoir? Si vous devriez traduire l'espoir que vous avez pour la génération Z sous forme d'image, quel est votre espoir? Quel est votre cri d'espoir? L'une des premières choses que je dirais, c'est que il faut qu'on commence d'abord par admettre cette fracture comme étant effective et comme étant irréversible aussi. Disons, c'est un pas de plus marqué dans l'histoire de l'humanité qu'il faudrait admettre. Et ensuite, il faudrait bien pouvoir croire que l'Internet ou bien les opportunités diverses associées à la génération Z ont été déjà anticipées par la parole de Dieu. Il y a aussi de belles opportunités en lien avec la croissance spirituelle authentique, en lien aussi avec, disons, notre mobilisation évangélique.
Et il faudrait juste pouvoir avoir suffisamment d'attention pour, comment on va le dire, pour étudier le phénomène. Et il représente beaucoup plus une opportunité pour nous qu'une menace, notre foi en général. Merci Baouk. Alors Andrea, Ok, j'aimerais vous inviter à réfléchir ainsi. Savez-vous que le numérique, c'est comme un océan infini. Il porte ceux qui ne savent pas nager, mais ils engloutissent ceux qui s'y aventurent sans repère. Soyons honnêtes, nous avançons presque tous qu'avec un smartphone comme un bouée. Sans toujours connaître les courants qui nous entraînent, ni les vagues invisibles qui nous aspirent. Nous vivons dans un monde où l'on peut traverser la planète avec un simple clic. Mais où beaucoup finissent par se noyer dans un flux de contenu qui ne s'arrête jamais. Je suis moi-même une preuve vivante de cette réalité. En tant que membre de la génération Z, je ne savais pas nager dans cet océan numérique infini au début. Mais avec le temps, j'ai appris à adopter une attitude saine vis-à-vis de la technologie. Certes, j'ai connu des travers, mais j'ai aussi découvert des opportunités positives. En 2018, une discussion sur les réseaux sociaux m'a ouvert ma première expérience professionnelle comme assistante en technopédagogie. Et en 2022, grâce à notre échange sur WhatsApp, Emmanuel, j'ai pu participer au programme de l'initiative Logos et Cosmos. Donc, pour les générations Z, j'encourage à l'utiliser pour leur profit et aussi pour leur bien-être et pour leur cheminement de disciples de Jésus et leur témoignage sur le campus. Ça, c'est un outil de croissance personnelle et spirituelle. merci beaucoup. Roland, Je pense que personnellement, mon espoir est basé sur le fait que les générations Z offrent une différence ou se différencient elles-mêmes avec les autres générations, mais pas qu'ils veulent se différencier, mais parce que le contexte dans lequel ils ont grandi les met à part. Et donc, les différentes priorités qui ont été mentionnées dans le rapport sont beaucoup intéressants pour moi. Le fait qu'ils sont plus authentiques, qu'ils ont les pieds sur terre, qu'ils posent des questions qui sont plus pertinents, qui remettent en question les modèles de hiérarchie, et ainsi de suite. Je pense que sur le long terme, mon plus grand espoir est que ils vont pousser l'Église ou alors le corps du Christ à s'adapter ou alors à remettre en question certains aspects de la vie communautaire sur le modèle chrétien qui n'était pas vraiment fidèle à la Bible. Et comme cela, par la suite, l'évangile sera plus authentique, sera plus clair, sera plus proclamé jusqu'aux frontières de la terre. Voilà. merci beaucoup Roland. C'est avec ces mots d'espoir de nos trois invités que nous allons clôturer notre premier épisode. J'espère que vous avez pu tenir jusqu'à la fin. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Gen Z Insight. Votre présence et votre écoute comptent beaucoup parce que cette conversation ne s'arrête pas ici. Je vous encourage à continuer la réflexion et le dialogue dans vos propres contextes, avec vos amis, vos collègues, vos groupes étudiants. C'est là que ces idées prennent vie. Et pour aller plus loin, nous avons préparé des ressources spécialement pour vous. Le rapport de Peter Dray, des réflexions pour nourrir vos études bibliques, et bien d'autres outils issus de notre communauté mondiale. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'IFES, ifesworld.org, ainsi que sur la plateforme Gen Z Insight. Si ce podcast vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme préférée.
Cela nous aide à continuer à rester connectés avec vous. Et surtout, ne manquez pas notre prochain épisode où nous parlerons de la génération sensible à la culture, un sujet passionnant qui nous concerne tous. Alors, restez avec nous et d'ici là, à bientôt et que Dieu vous bénisse.